Tajahao, Huanyin Laida Vlog. Le vlog fait complètement norvégien après du chinois. Bonjour à tous, premier vlog de l'année. Et il sera dédié à un film particulier. La Grande Muraille, The Great Wall en version originale. Première méga production chinoise, et c'est en ça qu'elle est intéressante, dirigée vers le reste du monde. C'est-à-dire que d'habitude, la Chine produit plutôt des films pour elle, et au cas où, si ça marche, elle veut bien en exporter quelques-uns, mais c'est rare qu'elle produise des films pour l'étranger, et là, ce film, c'est vachement intéressant, et à vrai dire, le projet est plus intéressant que le film, presque, parce que ça montre vraiment les débuts de la tentative par la Chine de recopier le modèle américain pour répandre sa culture à travers le monde, et du coup, répandre sa vision du monde également. Puisque la Grande Muraille pourrait tout aussi bien s'appeler « La Mongolie n'existe pas », parce que pas une fois ce mot n'est évoqué dans tout le film, alors qu'il y a de très claires évocations des Mongols et des soldats mongols dans le film. Au tout début en particulier, le personnage qui est joué par Matt Damon, un héros américain, parce que il faut mettre un blanc au milieu du film si on veut pouvoir répandre sa parole dans le monde entier. Et je crois qu'au tout début, il est attaqué justement par des Mongols que je n'ai reconnus que par la forme de leurs épées. Je sais pas si vous savez, mais les épées mongoles ont une forme assez ronde, un peu croissant de lune. Donc j'ai reconnu à peu près comme ça, et je me suis dit, ah tiens, ça doit être des Mongols, mais alors sinon, en dehors de ça, il n'y a aucune façon de savoir que ça existe. On n'a pas construit la muraille pour des Mongols, on l'a construite pour se battre contre des gros monstres, les Taotei, je crois qu'ils s'appellent, qui viennent nous bouffer et vont envahir le monde si jamais on n'arrive pas à les retenir. Donc vous voyez bien que c'était super important, la muraille de Chine. C'est vraiment assez drôle, et de voir que c'est vraiment là-dessus, enfin drôle, jusqu'à quel point, de voir jusqu'à quel point le film est axé là-dessus, quoi, vraiment sur cette espèce de notion de... Alors oui, on reconnaît vite fait au tout début du film que c'est une légende, mais quand même, ça nous fait bien plaisir de faire une légende qui ne traite jamais les Mongols une seule fois, et c'est marrant de voir vraiment que beaucoup d'aspects du film sont faits pour vendre une idéologie, mais comme les films américains, hein, c'est pas du tout un problème, mais c'est marrant de voir du coup un nouveau modèle basé exactement sur le modèle américain, mais essayant de vendre une idéologie complètement inverse, puisque c'est plutôt communiste comme idéologie. Le film suit donc William, un soldat d'un pays anglo-saxon indéterminé qui travaille avec un espagnol, qui travaille, qui se bat avec l'aide d'un espagnol, qui sont à la recherche de la poudre noire, donc en fait la poudre à canon, que les Chinois ont découvert, mais que personne n'a réussi à emporter en dehors de la Chine. Et eux donc sont en expédition pour essayer de l'avoir. Sur le chemin, ils se font attaquer par une tribu, probablement mongole, et se font recueillir en tant que prisonniers, cela dit, par les habitants de la muraille de Chine, par les armées qui sont dans la muraille de Chine, et qui donc se préparent à se battre contre les Taotei, des monstres qui, tous les 60 ans, viennent attaquer la muraille et essayer d'envahir la Chine, pour ensuite pouvoir avoir les réserves suffisantes pour envahir le reste du monde. Les réserves de bouffe, bien sûr, parce que ce sont des animaux, ils s'en foutent de l'argent, d'un truc dans ce genre-là, ils veulent de la bouffe. Donc voilà pour ce qui est de la base, et sur cette muraille, il va faire la rencontre du commandant Lin, qui est une jeune femme qui dirige une brigade assez spéciale de soldats qui font du saut à l'élastique avec des lances pour aller buter les monstres et ensuite pouvoir revenir sur un petit promontoire du dessus. Et à vrai dire, si on doit parler que du film, uniquement du film, c'est assez basique et pas forcément très prenant. Visuellement, c'est assez ouf. Ça ressemble à du Seigneur des Anneaux avec du coup la culture asiatique au lieu d'avoir le monde créé par Tolkien à explorer. Donc visuellement, c'est vrai que c'est magnifique. Il y a en plus tout le travail du réalisateur, c'est Zhang Yimou, qui avait fait Hero, qui avait fait la Cité Interdite, qui avait fait... Qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Je les ai tous notés. Enfin, j'en ai noté quelques-uns. Le Secret du Poignard Volant aussi, pour les plus connus. Et qui a du coup ce style très reconnaissable, en particulier au niveau des couleurs. C'est un mec qui adore jouer avec les couleurs. C'est un truc très utilisé dans le cinéma asiatique en général, et chinois en particulier. Mais vous allez souvent avoir des groupes d'ennemis définis par... Enfin, de soldats définis par les couleurs. Je me souviens d'un film en particulier où il y avait donc les soldats bleus, jaunes, rouges et verts, et c'est toujours ces couleurs-là qui reviennent, ces quatre-là.
et il y avait le soldat bleu et le soldat rouge qui se mettaient d'accord pour essayer de se sortir du champ de bataille parce qu'ils avaient pas du tout envie de se battre contre qui que ce soit, ni les rouges, ni les verts, ni les jaunes, ni les verts, ni quoi que ce soit. Je sais plus quel était ce film. Et donc ce travail revient ici également puisque donc chaque division en fait d'armée de la muraille de Chine a une couleur différente. Donc les femmes qui sont qui font les sauts à la lance là et à la perche sont habillées entièrement en bleu avec de magnifiques trucs qui font très oiseaux avec des plumes un peu partout et même les casques font un peu bec. Les soldats de base sont en noir je crois ou en vert. Non, le vert c'est les méchants en fait. C'est donc je crois que les soldats de base sont noirs et puis il doit y avoir les rouges pour les archers, les jaunes pour je sais plus quoi. Et tout ça du coup fait des mélanges de couleurs au milieu des batailles, en plus du travail général assez beau sur les images et sur les décors. Il y a ce qui est censé être la Mongolie, qui est représentée comme une espèce d'énorme terre brûlée, noire, ou enfin un truc assez particulier. Donc vraiment il y a un univers qui est assez cool, mais en dehors de ça, c'est pas ultra fascinant, en particulier parce que les personnages sont pas très développés, ce qui je pense, est en partie dû à une partie de la pensée communiste. Alors, tous les films qui sont faits en Chine ne sont pas communistes, évidemment. Il y a quand même des personnalités en Chine. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est inscrit en filigrane dans ce qu'ils font. Et là, en particulier dans un film qui est destiné à vendre la Chine au grand public, on sent qu'il n'y a pas de personnage qui vaut plus que les autres. C'est-à-dire que il y a beau avoir des commandants, des généraux, des trucs dans ce genre-là, à peu près tout le monde a le droit de parler à tout le monde. Du moment qu'il le fait avec assez de révérence et c'est assez particulier la façon donc ça c'est dans le traitement des personnages, je trouve qu'il y en a vraiment pas un qui est vraiment mis en avant, c'est-à-dire que même le personnage qui est joué par Matt Damon, William machin là, est pas forcément le personnage central, et c'est même pas comme ça pourrait l'être par exemple où on pourrait faire le rapprochement avec le dernier samouraï, c'est même pas le blanc rédempteur qui vient sauver ces pauvres tribus indigènes. C'est de toute façon le film est un projet chinois donc ce serait bizarre. Il amène juste un élément en plus parce que chacun peut apporter sa contribution à l'édifice commun et global qu'on monte ensemble. Et donc du coup c'est assez intéressant de voir cette façon de traiter les personnages et de traiter ce qui est fait avec une idéologie complètement différente. Pareil, autant les symboles de pouvoir sont respectés, la Grande Muraille ou la Cité Interdite, autant la façon de représenter les symboles de pouvoir, en particulier l'empereur, sont très révélateurs de la pensée chinoise. L'empereur est ridiculisé au total dans ce film. Déjà à la base, on nous dit que si la muraille a été construite il y a 2000 ans, c'est parce qu'il y a un connard d'empereur qui a voulu trop conquérir et du coup il a attiré les foudres des autres peuples, et donc c'est la faute de l'empereur si maintenant on se tape les Mongols qui veulent reprendre une partie de la terre, etc. Donc c'est la faute de l'empereur, donc c'est lui qui est le fautif. Et là le nouveau il est complètement déjà il est très jeune, mais en plus il est caché derrière littéralement il est caché derrière son trône. Il y a une scène où on arrive et il est caché derrière son trône parce qu'il a les boules. Donc c'est vraiment marrant de voir toute cette idéologie marcher et d'avoir une autre idéologie que l'idéologie plus capitaliste vendue par les États-Unis, quoi. Quelque part, cette simplicité du film, en particulier du scénario, s'explique par du coup cette reproduction du modèle américain et l'idée que si on veut qu'un message soit le plus universel possible, il faut le rendre le plus simple possible. Donc il y a beaucoup de choses qui sont du coup très simplifiées pour permettre à l'histoire d'avancer le plus facilement et à l'idée ou à l'ambiance générale de passer beaucoup plus facilement. Par exemple, le fait que le commandant Lin, qui habite au fin fond de la Chine, soit capable de parler anglais. Ils ont une légère astuce pour l'expliquer par rapport à un autre personnage, mais franchement, c'est un petit peu exagéré, et c'est quand même un beau hasard qu'une personne au pouvoir, sachant parler anglais, ait été là au moment où les deux personnages sont arrivés. Et puis, il y a pas mal de petites de répliques faciles. Qu'est-ce qu'on pourrait dire en fait, le personnage par par Matt Damon, William, un associé, un ami qui est espagnol, et ils vont souvent avoir des répliques de bro entre eux, quoi. C'est vraiment les mecs, ils s'échangent des petites répliques, des petits coups dans le dos, des petits machins en genre là. Je peux pas le décrire plus efficacement que dire que c'est du one-liner, mais du mauvais one-liner, le one-liner le plus simple et le plus basique possible, ou alors le plus cliché.
du style le mec qui dit, les deux amis qui s'engueulent parce que ils ont un changement d'opinion sur un point, et il y en a un qui va d'un seul coup péter un câble et mettre une lame en dessous du cou de l'autre, et l'autre qui lui fait ah ça y est enfin je te retrouve, des trucs genre là. Enfin c'est des petits trucs comme ça qui parfois passent très très bizarrement et qui viennent du coup d'une espèce de simplification de l'écriture pour recopier le modèle américain. Et il y a pas que ça d'intéressant, c'est que il y a beaucoup de choses insidieuses en fait dans ce film. Par exemple, le tout début du film, bon, on vous dira que c'est une légende, etc. Le film commence par le logo Universal. Vous savez, le logo Universal, la planète qui tourne, et puis les lettres qui apparaissent au-dessus, Universal. Qui est donc un studio américain à la base. Donc quand on voit ça, on se dit c'est un film hollywoodien en fait, ce film-là. Si vous regardez bien, ce film a été produit par 7 boîtes de production. Aucune d'entre elles n'est Universal. La seule boîte, il y a 2 boîtes américaines qui sont incluses dans la production de ce film, Atlas Pictures et Legendary Pictures. Je suis pas sûr pour Atlas, je suis presque, mais presque. J'en suis sûr pour Legendary, cela dit. Ça a été racheté par des studios chinois. Donc tout ce film en fait est totalement à 100% produit par la Chine, mais comme ils sont distribués par Universal, c'est-à-dire c'est Universal qui envoie les copies aux salles, du coup, il démarre le film avec le logo Universal, comme ça on est persuadé de voir un film américain. En plus, il y a Matt Damon, donc on pense que c'est un film américain. Donc il y a vraiment pas mal de choses comme ça qui jouent sur la force de frappe de la culture américaine, en particulier avec Hollywood, pour transmettre du coup des idées chinoises. Et parce que c'est marrant parce que du coup, donc on voit ce logo Universal, et en fait la caméra se rapproche de la Terre et on arrive à la muraille de Chine qui est sur la Terre du logo Universal. Donc vraiment, ils ont vraiment essayé d'intégrer les deux, quoi. C'est le logo américain qui nous amène à l'histoire bien chinoise qui est au milieu, et qui nous permet du coup de nous insinuer là-dedans. Si ça ne touchait pas aussi directement au problème mongol, il y aurait pas trop de soucis. C'est effectivement, oui, réinterpréter son histoire, c'est faisable, mais là, il va y avoir un truc. Je crois que c'est en ça qu'ils ont encore du chemin à faire pour rattraper Hollywood. C'est que pour réussir à faire ta propagande ou ta communication ou à faire passer ton idée, faut admettre quelque part que t'as été con. C'est le gros truc qui sauve la plupart des films américains, c'est qu'ils vous racontent une connerie, mais ils vous disent très clairement qu'ils vous racontent une connerie, et à un moment ils vous disent oui, les Américains ont été cons à ce moment-là sur un truc précis. Mais après, tout ce qu'ils ont fait, ils ont eu raison quand même. Il y a une façon quand même de vendre le truc. Là, clairement, le film nie totalement l'existence de la Mongolie, le remplaçant par un astéroïde qui a amené des créatures pour nous attaquer. Donc il y a vraiment un truc très malsain foncièrement dans ce film, quoi, de décider de prendre un truc aussi important que la muraille de Chine, sa création, parce que c'est vraiment comme ça qu'ils vendu le truc, hein, c'est 1700 ans à être construite, un truc dans ce genre-là. Pourquoi l'ont-ils construite? Pour retenir les Mongols. C'est pour ça qu'ils l'ont construit, c'est pas du tout pour des créatures. Donc il y a ce petit truc quand même très étrange. Et quand les Américains se vendent, ils se vendent en victimes souvent, ou un truc dans ce genre-là, mais ils ne nient pas que leur ennemi a existé, et ils essayent quelque part quand même de dire que leur ennemi a pu, quand vous voyez Pearl Harbor par Michael Bay, il respecte quand même à beaucoup de reprises la noblesse des soldats japonais, quoi. Vous regardez Tu ne tueras point, qui est sorti il y a quelques mois par Mel Gibson. Oui, d'accord, les Américains sont encore montrés en libérateurs, mais on montre aussi à quel point les Japonais étaient... pourquoi est-ce qu'ils étaient dévoués à ce point à leur combat? Qu'est-ce qui les poussait à se battre à ce point-là? Et pourquoi est-ce qu'ils sont respectables aussi? Eux aussi, c'est un peuple qui veut avoir le contrôle de lui-même. Donc c'est... comme les États-Unis. Donc c'est des choses très particulières à faire, de vendre comme ça son idéologie, et c'est vachement intéressant du coup d'analyser ce film-là pour voir ce que ça peut donner, ce que ça peut faire d'intéressant ou non. Ce sera à étudier. Ce qu'il y a, c'est que bien sûr, la Chine, si elle marche à ce point-là, enfin si ce film marche, et si elle marche au niveau du cinéma, c'est un mastodonte. Le nombre de figurants qu'il y a dans ce film, mais c'est une grande tradition chinoise. Ils aiment beaucoup refaire des films historiques, et reconstituer des batailles historiques en particulier, et ils adorent faire des grandes scènes avec d'énormes batailles, avec des milliards et des milliards de figurants, avec des tonnes et des tonnes d'armure également pour tous les vêtir. C'est presque vraiment de la taille d'un Seigneur des Anneaux, sauf que c'est juste un film. C'est même pas le but d'en faire d'une trilogie, en tout cas je crois pas, c'est pas encore annoncé, mais ça viendra, hein, ils prendront les franchises aussi. Et mais c'est clair qu'ils ont une énorme puissance en termes de cinéma, et que s'ils veulent s'y mettre à faire des gros films d'action, des gros films de divertissement, ils peuvent très facilement prendre la main, parce qu'ils ont les moyens de faire des trucs assez énormes. Donc voilà, pour ce qui concerne la grande muraille, le film en lui-même, vraiment, encore une fois, ça casse pas 3 pattes à un canard.
pas même un démon venu d'une comète. Donc c'est sympathique, hein, si vous voulez du divertissement, ça fera son boulot, juste restez quand même très conscient que ce n'est qu'une légende, et c'est pas du tout un truc vrai ou quoi que ce soit, et rappelez-vous bien pourquoi la muraille a été construite à la base. C'est en tout cas intéressant, cinématographiquement parlant, de voir des films de ce genre faits par une autre culture. C'est vrai que vraiment, tout ce qui est de leur design et de leur façon de créer les choses, c'est une façon très particulière et ça donne des designs très spécifiques. Et j'aime bien en particulier la musique. C'est marrant parce ils ont fait une musique très hollywoodienne avec des espèces de grands trucs très orchestraux, mais avec des instruments asiatiques et chinois. Ce qui fait que vous n'avez pas un violon normal, vous avez du violon à la chinoise. Donc c'est pas c'est je sais faire les sons de violon. Mais du coup voilà, c'est ça qui est intéressant, c'est de voir une différence culturelle sur un énorme blockbuster. C'est comme voir des blockbusters français arriver et de voir la différence qu'ils ont par rapport aux blockbusters américains. C'est ça qu'il y a d'intéressant en termes de cinéma. Après pour le reste, l'histoire elle-même, les choses dans ce genre-là, non, c'est pas ça qui est ouf. Et les effets spéciaux sont, alors le tout premier au tout début avec le logo Universal est dégueulasse. Le moment où ils arrivent devant la muraille de Chine, donc on voit la pierre qui éclate et machin, tu vois le truc, on dirait une cinématique de PlayStation 1. Qu'est-ce que c'est que cette horreur? Et le reste du film, tout le reste du film, c'est des effets spéciaux faits par ILM, qui sont ceux qui ont bossé sur Seigneur des Anneaux. Donc vraiment, les effets spéciaux, y a rien à redire sur le reste du film. Donc c'est vrai que ça envoie plein la gueule et c'est assez intéressant. Mais c'est un projet particulier. Voilà, pour ceux qui les attendent, les bilans, top, flop, bref, toutes les vidéos de résumé de 2016 et préparation 2017 vont arriver d'ici une journée, 2 journées maxi, je suis en train de les finir. Et puis voilà, on est parti pour une nouvelle année de cinéma. Prenez soin de vous, allez voir des films. Ciao! 再见!